Les vacances, c'est les vacances. Ça commence. Ça commence maintenant. Hier encore, il y avait les cours de nos enfants. J'ai envie d'arrêter. D'arrêter. Vraiment. TikTok, cette histoire, c'est devenu vraiment une drogue. Mais c'est quoi ça? Ah ouais, ça devait être popcorn. Je devrais faire du popcorn. J'aurais fait des durum là, à la maison. J'aurais fait tacos durum. J'aurais fait avec du blanc de poulet, des frites, de la ciboulette, des oignons. On a fait des... Ah là, on se laisse vivre. Dimanche, il y a du soleil, ça fait plaisir. Oh, on va se relaxer. Il faut qu'on se relaxe. Qu'on soit farniente, qu'on se repose un petit peu. Qu'on lise un peu. Vous voyez, c'est quoi ça? Ah, vous le voyez à l'envers. Vous le voyez à l'envers. Passe de la lecture, qu'on reprenne nos bonnes vieilles habitudes. Alors si j'inverse ma vidéo, ça devrait le faire. Et là, vous devriez voir dans le bon sens. Kant, métaphysique des mœurs 2, doctrine du droit et doctrine de la vertu. Je suis tombée sur ce passage-là, j'ai ouvert. Ça a été publié en 1797, fin du XVIIIe siècle. La doctrine du droit et la doctrine de la vertu traitent des exigences de la morale, considérées respectivement dans les institutions et dans le sujet agissant. Après la fondation de l'éthique, qui constitue le tome 1 de cette édition, Kant s'attelle à son application et n'hésite pas à laisser irrésolues quelques questions casuistiques posées par l'établissement des devoirs moraux. On propose ici de relire tous les moments de cette entreprise contre une tradition férue de lecture partielle, où l'on verra que se joue un tournant de la philosophie pratique moderne. Passage du mien et du tien dans l'état de nature au mien et au tien dans l'état juridique en général. L'état juridique est ce rapport des hommes entre eux qui contient les conditions sous lesquelles seulement chacun peut avoir la part de droit qui lui revient et le principe formel de la possibilité de cet état, considéré d'après l'idée d'une volonté légiférant universellement, s'appelle la justice publique. Intéressant. Ah, on découvre, hein. On redécouvre. Mais ça fait, j'ai pas tout lu, moi. Mais là, c'est des passages que je découvre avec vous en même temps et je lis pour échanger. Pour échanger un instant. Tiens, voilà. Fais bien tes mains là, après tu nettoies. D'accord. Avec je lui ouvre. Ouais, Alors. Il fait du bien, hein, il fait pas trop mauvais. Voilà. Notre dos. Et on se relaxe et on lit. Alors, qu'est-ce qu'il disait? Que disait-il? Considéré d'après l'idée d'une volonté légiférant universellement, s'appelle la justice publique, laquelle, rapportée à la possibilité, à la réalité ou à la nécessité de la possession des objets, selon des lois, entre parenthèses, en tant qu'il constitue la matière de l'arbitre, peut être divisée en justice protectrice, justitia tutatrix, et en justice commutative, justitia commutativa, et en justice distributive, justitia distributiva. La loi ne fait à cet égard que stipuler, premièrement, quelle conduite est, quant à la forme,
intérieurement juste, lex justi. Deuxièmement, ce qui, en tant que matière, peut encore, même d'une façon extérieure, donner prise à une loi, c'est-à-dire ce dont l'état de possession est juridique, lex juridica. Troisièmement, en quoi et à propos de quoi la sentence prononcée devant une cour de justice dans un cas particulier tombant sous une loi donnée est conforme à cette loi, c'est-à-dire est de droit, lex justitiae, permettant ainsi que l'on désigne aussi cette cour de justice elle-même comme la justice d'un pays. Et la question de savoir s'il existe ou non une telle justice est le plus important de tous les problèmes juridiques. 1797, 1797. Je crois que ça n'a pas changé. L'état qui n'est pas juridique, c'est-à-dire celui dans lequel il n'y a pas de justice distributive, s'appelle l'état de nature, status naturalis. Ce qui lui est opposé, ce n'est pas l'état social, comme le pense Aschenwald, et qui pourrait être nommé un état artificiel, status artificialis, mais c'est l'état civil, status civilis, d'une société soumise à une justice distributive. Car même dans l'état de nature, il peut y avoir des sociétés légales, par exemple la société conjugale, paternelle, domestique en général, et bien d'autres encore, à propos desquelles ne vaut aucune loi a priori de ce type. Tu dois entrer dans cet état. À la manière dont, sans nul doute, peut-il être dit de l'état juridique que tous les hommes qui peuvent entretenir les uns avec les autres, même involontairement des rapports de droit, doivent entrer dans cet état. On peut désigner l'état de nature et l'état social comme l'état de droit, l'état du droit privé, alors que le troisième et dernier état, l'état civil, se peut nommer l'état du droit public. Bonjour tout le monde, à tous ceux qui nous rejoignent. On est en mode lecture aujourd'hui. On se relaxe et on partage. Alors, celui-ci ne contient rien de plus ni d'autre devoirs des hommes entre eux que ceux que l'on peut concevoir dans celui-là. La matière du droit privé est exactement la même dans les deux états. Les lois du dernier concernent donc uniquement la forme juridique de leur coexistence, constitution, par considération de laquelle ces lois doivent nécessairement être conçues comme publiques. L'union civile, union civilis elle-même, ne peut certainement pas être désignée comme une société, car entre celui qui commande imperant et le sujet subditus, il n'y a pas de communauté. Il ne s'agit pas d'associés, mais ils sont subordonnés l'un à l'autre, et non pas coordonnés. Et ceux qui se coordonnent entre eux doivent, précisément pour cette raison, se considérer les uns vis-à-vis des autres comme égaux, dans la mesure où ils sont soumis à des lois communes. En ce sens, cette union n'est pas tant une société que ce qui, bien plutôt, la fait être. C'est profond, hein ? Faut s'accrocher, hein ? Du droit privé tel qu'il existe dans l'état de nature procède donc le postulat du droit public. C'est important de connaître tout ça. La culture générale, mais qui nous explique comment nos juridictions se sont développées et sur quelle base, la doctrinaire à la base, ont-elles émergé. Et des fois, il faut peut-être le rappeler aussi. Du droit privé tel qu'il existe dans l'état de nature procède donc le postulat du droit public. Placé dans la relation d'une évitable coexistence avec tous les autres, tu dois sortir de cet état de nature pour accéder à un état juridique, c'est-à-dire l'état où intervient une justice distributive. La raison s'en peut développer analytiquement à partir... Bonjour tout le monde, Azul, à tous ceux qui nous rejoignent, de près comme de loin. Alors, la raison s'en peut développer analytiquement à partir du concept de droit, dans le rapport extérieur
par opposition à la violence. Personne n'est obligé de se retenir de porter atteinte à la possession d'autrui si celui-ci ne lui fournit pas pareillement la garantie qu'il observera cette même retenue à son endroit. C'est intéressant comme concept. Oui, c'est logique. Il n'a donc pas besoin d'attendre jusqu'à ce qu'il ait été instruit de l'intention contraire de l'autre par une triste expérience, car en quoi devrait-il être obligé de ne devenir prudent que par l'intermédiaire des dommages qu'il subirait, alors qu'il peut suffisamment percevoir en lui-même l'inclination des êtres humains en général à jouer, vis-à-vis des autres, le rôle du maître, l'inclination à ne pas prendre en compte la primauté du droit des autres s'ils se sentent supérieurs à eux par force ou par ruse. Point d'interrogation. Et il n'est pas nécessaire d'attendre que les hostilités deviennent effectives. Le sujet est habilité à recourir à une contrainte vis-à-vis de celui qui le menace, déjà par sa nature même. Résolu à exister et à demeurer dans cet état de liberté étrangère à toute loi extérieure, ils ne commettent les uns envers les autres absolument aucune injustice s'ils se font entre eux la guerre, car ce qui vaut pour l'un vaut aussi réciproquement pour l'autre, n'est-ce pas? Comme par une convention. Uti partes dei jurus jure sua disponunt ita just est. Ouais, c'est du latin à l'époque. En revanche, et globalement, ce en quoi ils commettent le plus haut degré d'injustice tient au fait de vouloir exister et demeurer dans un état qui n'est pas un état juridique, c'est-à-dire un état dans lequel personne n'est assuré de ce qui est sien contre la violence. La doctrine, c'est bon, hein. Doctrine du droit public, deuxième partie, le droit public. Doctrine du droit. Le droit politique, première section du droit public, le droit politique. L'ensemble des lois qui ont besoin d'une proclamation universelle. Kant, hein, c'est puissant. Métaphysique des mœurs de doctrine du droit et doctrine de la vertu. L'ensemble des lois qui ont besoin d'une proclamation universelle pour produire un état juridique constitue le droit public. Celui-ci est donc un système de lois destiné à un peuple, c'est-à-dire à une multiplicité d'hommes ou à une multiplicité de peuples qui, se trouvant en des relations d'influence réciproques les uns vis-à-vis des autres, ont besoin de l'état juridique sous une volonté qui les unifie, autrement dit d'une constitution, pour recevoir leur part de ce qui est de droit. Cet état où les individus au sein du peuple sont en relation les uns avec les autres s'appelle l'état civil, status civilis, et leur tout, par rapport à ses propres membres, se nomme l'état, civitas. Vous entendez? Est-ce que vous avez compris cette phrase? Cet état où les individus au sein du peuple sont en relation les uns avec les autres s'appelle l'état civil, status civilis, et leur tout, par rapport à ses propres membres, se nomme l'État. C'est qui l'État? Qui est l'État? Se nomme l'État civitas, lequel, par considération de sa forme, en tant qu'il a pour lien l'intérêt commun de tous, à être dans l'état juridique, est désigné comme la chose publique. Res publica latius sic dicta. La chose publique. Ah, et voilà, c'est une chose publique. En revanche, dans sa relation à d'autres peuples, il se nomme simplement une puissance, potentia, d'où le mot potenta, qui est désigné aussi à cause de la réunion prétendument héréditaire d'où il procède comme une nation gens, et en ce sens
sous le concept général du droit public, il y a lieu de concevoir non seulement le droit politique, mais aussi un droit des gens, jus gentium. Droit politique et droit des gens conduisent dès lors ensemble inévitablement, parce que la Terre n'est pas une surface infinie, mais une surface close sur elle-même, à l'idée avec un grand I d'un droit politique des gens, jus gentium, autrement dit au droit cosmopolitique, jus cosmopoliticum, sur un mode tel que, si, ne serait-ce qu'à l'une de ces trois formes possibles de l'état juridique, vient à faire défaut le principe limitant la liberté extérieure par des lois, l'édifice de deux autres ne peut qu'être inéluctablement sapé dans ses fondements et doit finir par s'effondrer. Sans doute n'est-ce pas par l'expérience que nous avons appris comment les hommes prennent pour maxime la violence et font preuve d'une méchanceté avant l'apparition d'une législation extérieure possédant une puissance qui les conduit à se faire la guerre les uns aux autres. Ce n'est donc certes pas un fait qui rend nécessaire la contrainte publique de la loi, mais si bien disposé et si amoureux du droit que l'on puisse imaginer les hommes. Il est inscrit pourtant a priori dans l'idée avec un grand I de la raison, qui correspond à un tel état non juridique qu'avant la mise en place d'un état publiquement légal, des hommes, des peuples, des états isolés ne peuvent jamais être garantis les uns vis-à-vis des autres contre la violence, ni assurés de faire, chacun à partir de son propre droit, ce qui leur apparaît juste et bon, sans dépendre pour cela de l'opinion publique, sans dépendre pour cela de l'opinion d'autrui. Vous entendez? Allez, Brasse, ça devrait résonner. Ça, c'est cas d'école. En conséquence, la première chose à laquelle l'homme se trouve obligé de se résoudre, s'il ne veut pas renoncer à tous les concepts du droit, est constituée par ce principe. Il faut sortir de l'état de nature, où chacun n'en fait qu'à sa tête, et s'unir à tous les autres, avec lesquels il ne peut éviter de s'engager dans des relations réciproques. Ah oui, ce serait bien qu'il y ait de la réciprocité. Non, mais toi, tu n'as pas le droit. Toi là. Toi, t'as pas le droit de parler. On parle pour toi. Toi, tu n'as pas le droit de parler. Chut. Et quand tu parles, on ne doit pas t'écouter. Tu es une islamiste intégriste qui veut saper les fondements de notre démocratie. Ah, je commence à délirer là. Et donc, ça résonne ou pas? En conséquence, la première chose à laquelle l'homme se trouve obligé de se résoudre s'il ne veut pas renoncer à tous les concepts du droit est constituée par ce principe. De petits points, il faut sortir de l'état de nature où chacun n'en fait qu'à sa tête et s'unir à tous les autres avec lesquels il ne peut éviter de s'engager dans des relations réciproques pour se soumettre à la contrainte publique des lois extérieures. Autrement dit, il faut entrer dans un état où soit défini légalement pour chacun ce qu'il doit reconnaître pour sien, et où il obtienne ce qui lui revient grâce à une puissance suffisamment forte, qui n'est pas la sienne, mais une puissance extérieure. Bref, il doit avant tout entrer dans un état civil. Assurément, n'est-ce pas là, dans ce seul fait que les hommes ne s'y rencontraient que pour mesurer leur violence, une raison qui fait que leur état de nature correspondait à un état d'injustice. Mais c'était en tout cas un état caractérisé par l'absence du droit. Un état dans lequel, quand le droit donnait matière à des litiges, just controversum, il ne se trouvait aucun juge compétent pour conférer la force du droit à la sentence grâce à laquelle chacun obtient désormais la possibilité d'amener par la force autrui à entrer dans un état juridique. En effet, bien que chacun, d'après les idées qu'il se fait du droit, puisse avoir acquis quelque chose d'extérieur par occupation ou par contrat, cette acquisition n'est cependant que provisoire
aussi longtemps qu'elle n'a pas encore obtenu en sa faveur la sanction d'une loi publique, dans la mesure où elle n'est déterminée par aucune justice, entre parenthèses distributive, publique, et n'est garantie par aucune force exerçant ce droit. Remarque, 2 petits points. Si l'on ne voulait, avant d'entrer dans l'état civil, reconnaître comme juridique absolument aucune acquisition, même pas à titre provisoire, cet état civil serait lui-même impossible. Car quant à la forme, les lois portant sur le mien et sur le tien contiennent, dans l'état de nature, exactement la même chose que ce qu'elles prescrivent dans l'état civil, pour autant que celui-ci est conçu uniquement selon des purs concepts de la raison. Simplement, dans l'état civil se trouvent indiquées les conditions sous lesquelles ces lois parviennent à être mises en œuvre, entre parenthèses conformément à la justice distributive. En ce sens, si dans l'état de nature il n'y avait pas aussi, à titre provisoire, un mien et un tien extérieur, il n'existerait pas non plus de devoir de droit à cet égard, et par conséquent, il n'y aurait aucun commandement imposant de sortir de cet état. Un état civitas est, écoutez bien ça, un état civitas est la réunion d'une multiplicité d'hommes sous des lois juridiques, dans la mesure où celles-ci sont, en tant que loi a priori nécessaires, c'est-à-dire procèdent par elles-mêmes de concepts du droit extérieur en général, ne sont pas statutaires. Sa forme est la forme d'un état en général, c'est-à-dire l'état dans son idée, avec un grand I, tel qu'il doit être selon de purs principes du droit, laquelle idée sert de norma, pour toute réunion effective, en vue de constituer une république, donc de manière intérieure, ou un état, vous avez compris, peu importe la forme. Tout état contient en soi 3 pouvoirs, c'est-à-dire la volonté universellement unifiée en une triple personne. Trias politica, le pouvoir souverain, souveraineté, en la personne du législateur, le pouvoir exécutif, en la personne du gouvernement, en conformité avec la loi, je répète, en conformité avec la loi, je répète, en conformité avec la loi, et le pouvoir judiciaire en tant que capacité d'attribuer à chacun ce qui est sien d'après la loi, en la personne du juge, potesta legislatoria, rectoria et judiciaria. Semblable aux 3 propositions d'un syllogisme de la raison pratique, à la majeure, qui contient la loi de cette volonté, à la mineure, qui contient le commandement de se conduire selon la loi, c'est-à-dire le principe de la subsomption sous la majeure, et à la conclusion, qui contient l'arrêt de justice, la sentence, à savoir ce qui est de droit dans le cas concerné. Moi, je vous pose une question. C'est intéressant, je trouve, moi, personnellement. Ceux qui nous pondent des lois représentent-ils l'État? Sommes-nous suffisamment représentés? Puisque nous sommes l'État, nous sommes souverains. Est-ce qu'il est normal que nos politiques actuelles fassent des lois qui ne servent pas le peuple, mais qui les desservent, et donc qui desservent l'État en tant que tel? Il est vidé de sa substance doctrinaire, dans le sens où 2 entités, vous avez vu, avec des dites lois extérieures, ce qui est tien, ce qui est mien, doivent se réunir pour s'accorder ensemble autour de choses. Mais quand les lois sont faites pour exclure une partie de cet état, de ne pas avoir le droit à la parole, et qu'il y ait des minorités qui prennent le dessus pour imposer à la majorité
et vice-versa, il y a vraiment un dérèglement dans le fonctionnement de l'État. Donc ces lois-là ne sont pas nos lois pour lesquelles nous nous accordons, parce que les véritables souverains, c'est le peuple, le véritable souverain, c'est le peuple. Mais les représentants que nous avons mandatés comme étant si vous voulez, le vice-président quand le président est absent. Je suis le président et la présidente. Je te délègue les clés, cher vice-président, pour 5 ans, parce que j'ai plein d'autres choses à faire à côté. Je te laisse 5 ans dans les mains. Prends-en soin comme un bon père de famille. Mais si tu fais n'importe quoi, je récupère les clés et je te dégage, parce que c'est moi le patron, c'est moi le souverain. Oui ou non? Si c'est pour que tu me trahisses et que tu ne fasses pas attention à la baraque et à la maison que je te confie, avec les clés que je te donne, et que tu me voles à l'intérieur de ma maison, et que tu me détruis ma maison, pour finalement demain devenir le propriétaire de ma maison, il y a un vrai problème. Vous comprenez? Oui, Bella. Ouais, il faut comprendre tout ça. Et donc, la citoyenneté, c'est pas une faveur, je fais partie de l'État. Donc vous voyez bien que ce terme de minorité, c'est un terme qui est galvaudé de manière à vous enlever salam mon boudin, t'as rien d'autre à dire. Bref, sans commentaire, parce que là, on va se fatiguer avec ces gens-là. Ah ouais, c'est un compliment. Ah bah dis donc. Ouais, les gens sont loin. Les gens sont loin. Ce qui est mien, ce qui est tien. Mes enfants sont miens. Je les ai mis au monde. Tu viens pas me judiciariser, moi, pour me dire oui ou non. On va faire de l'intrusion, on va faire de la coéducation. Tu m'as demandé la permission d'abord avant de venir rentrer chez moi, débarquer chez moi, faire de l'intrusion? Non. Non. On va pas demander la permission de 1. Donc tu peux légiférer jusqu'à la lune, hein, comme ça, jusqu'à demain. Hein. On en a rien à foutre. Ça là. Normalement, tous nos politiciens, ils devraient connaître ça. Ça là. Kant. Métaphysique des mœurs, doctrine du droit et doctrine de la vertu. Le droit politique, tu peux pas tout faire. Ah ouais, mais pardon, ils ont l'immunité. Grosse blague. Toi, peuple, toi, simple citoyen, si tu déconnes, tu es justiciable. N'est-ce pas? Et eux, veto. Ils peuvent faire toutes les conneries du monde pendant 5 ans, voire plus. Veto. Même quand ils ne sont plus ministres, hein. Ils ont le veto Asie, ces gens-là. Quand est-ce qu'ils n'ont pas le veto? Vous savez comment ils se couvrent les uns les autres? Il faut que d'autres députés signent et que les 2/3 soient d'accord pour leur enlever l'immunité, qu'ensuite ils puissent aller répondre devant la justice, devant un tribunal, si on devait les accuser de quelque chose, de leur dire qu'il y avait des choses pas correctes qui ont été faites de leur part, ils se soudent. Non, on va pas faire les 2/3, comme ça il sera pas... Comme disait Étienne de la Boétie, la servitude volontaire. Ils ne sont pas là par des liens d'amitié. Ils s'entrecraignent. Ils ne sont pas là pour des liens d'amitié, c'est parce qu'ils s'entrecraignent. Ils savent que chacun fait des conneries les uns et les autres. Si tu me balances, je te balance. C'est comme ça, malheureusement.
Merci beaucoup, Karim. Merci. Catastrophe. Le pouvoir législatif ne peut revenir qu'à la volonté unifiée du peuple, car dans la mesure où c'est d'elle que tout droit doit procéder, il faut que ce pouvoir ne puisse par sa loi porter tort absolument à personne. Or, quand quelqu'un prend une disposition quelconque à l'égard d'un autre, il est toujours possible qu'ainsi il lui porte tort, mais ce n'est jamais le cas dans ce qu'il décide à son propre égard. Seule la volonté concordante et unie de tous, seule la volonté concordante et unie de tous, en tant que chacun décide la même chose pour tous, et tous la même chose pour chacun. Par conséquent, seule la volonté universellement unifiée du peuple peut donc être législatrice. Ça là, cher peuple, chers citoyens, c'est fort, hein. Je découvre en même temps que vous, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. J'avais lu que des extraits, je me suis jamais attelé à vraiment le quinte. C'est puissant de fou, hein. C'est puissant. 1797, 1797. Seule la volonté concordante et unie de tous, en tant que chacun décide la même chose pour tous et tous la même chose pour chacun. Par conséquent, seule la volonté universellement unifiée du peuple peut donc être législatrice. Les membres d'une telle société, societa civilis, c'est-à-dire d'un État. État, c'est l'État. Le peuple, c'est l'État. Réunis pour légiférer, s'appelle citoyenne. Cives. Et les attributs juridiques inséparables de leur essence en tant que tels sont la liberté légale de n'obéir à aucune autre loi que celle à laquelle le citoyen a donné son assentiment. Vous entendez? Ouais, je découvre, hein. C'est puissant. C'est sous nos yeux. Les membres d'une telle société, c'est-à-dire d'un État, réunis pour légiférer, s'appellent citoyens, et les attributs juridiques inséparables de leur essence en tant que tels sont la liberté légale de n'obéir à aucune autre loi que celle à laquelle le citoyen a donné son assentiment. Moi, j'ai jamais donné mon assentiment pour l'Evras. Je reconnais pas l'Evras. Je n'ai jamais donné mon assentiment en tant que parent. L'égalité civile consistant pour chacun à ne reconnaître vis-à-vis de soi dans le peuple. Les enfants, là, j'écoute votre bruit, je suis obligée de crier plus fort. Non. Allez là-bas, jouer là-bas de l'autre côté. Comment ça, là, par là. Ils s'amusent dans le jardin. Donc, Ajar. Ah, vous savez maintenant. Et donc, l'égalité civile consistant pour chacun à ne reconnaître vis-à-vis de soi, dans le peuple, d'autres supérieurs que celui qu'il a, tout autant que celui qu'il a, tout autant le pouvoir moral d'obliger juridiquement que celui-ci peut l'obliger.
Troisièmement, l'attribut de l'indépendance civile, qui réside dans le fait d'être redevable de son existence et de sa conservation, non à l'arbitre d'un autre au sein du peuple, mais à ses propres droits et à ses propres forces, comme membre de la République. Par conséquent, la personnalité civile, à savoir le fait de ne pouvoir être représenté dans les affaires de droit par aucun autre. Entendez? C'est puissant de fou. Remarque, 2 petits points. Seule la capacité de voter définit la qualification qui fait le citoyen. Cela étant, elle présuppose l'indépendance dans le peuple de celui qui ne veut pas simplement être une partie de la République, mais qui veut aussi en être membre, c'est-à-dire en constituer une partie agissant pour son propre arbitre en communauté avec d'autres. Cependant, cette dernière qualité rend nécessaire la distinction entre citoyen actif et citoyen passif. À l'époque, je vous parlais de ça, citoyen actif, citoyen passif, par ma propre réflexion, mais là, je viens de tomber dessus. Et ça, c'est un ancien ouvrage de fou. J'en apprends en même temps que vous. Hein. Eh, c'est mortel, quand. Eh, reviens quand on a besoin de toi. On a besoin de toi. Alors, bah, il est là, hein. Il est là. Où en étais-je? Où en étais-je, très cher? Cependant, cette dernière qualité rend nécessaire la distinction entre citoyen actif et citoyen passif, bien que le concept de citoyen passif semble entrer en contradiction avec la définition du concept de citoyen en général. C'est-à-dire, vous ne faites pas votre taf, chers citoyens. Les exemples suivants peuvent servir à surmonter cette difficulté. Le garçon employé par un marchand ou par un artisan. Le serviteur, je ne parle pas de celui qui est au service de l'État. Le mineur, naturalité de toutes les femmes, et en général tout individu qui n'est pas forcé d'entretenir son existence, nourriture et asile, par sa propre activité, mais le doit aux dispositions d'autrui, à l'exception de l'État, n'ont pas accès à la personnalité civile, et leur existence n'est en quelque sorte qu'inhérence. Le bûcheron que j'emploie dans ma propriété, le forgeron qui en Inde va dans les maisons avec son marteau, son enclume et son soufflet pour y travailler le fer. Si on le compare avec le menuisier ou le forgeron européen qui peuvent exposer publiquement à la vente comme marchandises les produits de leur travail, le précepteur, si on le compare au maître d'école, le métayer, si on le compare avec le fermier, etc., sont de simples manœuvres au sein de la République, parce qu'ils doivent nécessairement recevoir les ordres ou être placés sous la tutelle d'autres individus, et par conséquent ne possèdent aucune indépendance civile. Cette dépendance vis-à-vis de la volonté d'autrui et cette inégalité ne sont cependant nullement contraires à la liberté et à l'égalité de ces individus considérés en tant qu'hommes, qui constituent ensemble un peuple. Bien plutôt est-ce seulement à ces conditions que ce peuple peut devenir un État et entrer dans une constitution civile. Quant à disposer toutefois dans cette constitution du droit de vote, c'est-à-dire quant à être des citoyens et non pas seulement des associés de l'État, tous n'en ont pas la qualification à droit égal, car du fait qu'ils peuvent exiger d'être traités par tous les autres comme partie passive de l'État, selon des lois de la liberté et de l'égalité naturelle, ne découle pas le droit d'agir aussi vis-à-vis de l'État comme membre actif, de l'organiser ou d'apporter leur collaboration à l'introduction de certaines lois. Simplement est-il vrai que de quelque sorte que puisse être la loi positive votée par des citoyens actifs, elles doivent en tout cas ne pas entrer en contradiction avec les lois naturelles. Les lois naturelles où en étais-je?
Ah oui, pardon. Ici. Je sais plus où j'en étais. Quant à disposer, toutefois, dans cette constitution du droit de vote, c'est-à-dire quant à être des citoyens et non pas seulement des associés de l'État. C'est un peu ça maintenant qui se passe. On est soi-disant des associés de l'État là. On n'est pas des associés de l'État. Ça, on est comme des citoyens passifs. Car du fait qu'ils peuvent exiger d'être traités par tous les autres comme partie passive de l'État, selon des lois de la liberté et de l'égalité naturelle, ne découle pas le droit d'agir aussi vis-à-vis de l'État comme membre actif, de l'organiser ou d'apporter leur collaboration à l'introduction de certaines lois. Simplement est-il vrai que, de quelque sorte que puissent être les lois positives votées par les citoyens actifs, elles doivent en tout cas ne pas entrer en contradiction avec les lois naturelles de la liberté et de l'égalité correspondantes de tous au sein du peuple. Liberté et égalité qui consiste à pouvoir travailler à s'élever de cet état passif à l'état actif. C'est pour ça qu'on nous fait des lois. Tu ne peux pas, ton foulard, tu peux pas, tcha. Ils veulent nous rendre impérativement toujours des citoyens passifs. Et quand tu es actif, alors il faut te jeter l'anathème terroriste, islamiste, l'entrisme, pour toujours te retirer ce droit d'être une citoyenne active au sein de l'État, dont tu fais partie, en tant que citoyenne de confession musulmane. Alors, que disais-je? Je vois déjà certains. Ouais, tu te victimises, mais le problème, il n'est pas que chez toi, chère musulmane. Nous aussi, on a les problèmes. Ok. Et moi, je te parle de mon cas. Voilà. Et je parle déjà suffisamment de cas, je peux parler quand même de mon cas, non? Vous n'allez pas aussi chercher à faire taire ce que j'ai à dire, tout simplement parce que ça vous plaît pas que je parle aussi de cette ségrégation que l'on subit en tant que femme musulmane. N'est-ce pas? Donc, il aurait fallu que je parle que d'autre chose. Et que j'invisibilise la problématique. Parce que déjà, pour certains, c'est déjà problématique que j'en parle. Ah oui. Ces trois pouvoirs présents dans l'État sont des dignités. Et dans la mesure où, en tant qu'elles sont essentielles, elles procèdent nécessairement de l'idée avec un grand I, d'un État avec un grand E, en général en vue de la fondation de celui-ci. Constitution. Ce sont des dignités politiques. Elles contiennent le rapport entre un souverain universel qui, considéré d'après les lois de la liberté, ne peut être autre que le peuple unifié lui-même. C'est pas moi qui l'ai dit. Wallah que c'est Kant. Je vous jure que c'est Kant, c'est pas moi. Ouais, les enfants sont en danger. Donc, je parlais de la ségrégation aussi qui est faite des femmes citoyennes musulmanes qui se chialent. Par rapport dans la société globalement, on fait en sorte finalement de leur interdire plein d'endroits où être actives et finalement on nous prend pour les poupées Barbie, on nous prend pour des demi-citoyennes à qui finalement toutes les pressions d'autres citoyens peuvent s'exercer sur elles, au bon caprice des uns et des autres. Eh ben non, je suis pas une esclave du XVIIIe siècle, d'accord? Je suis pas les Noirs du Sénégal là, au temps de l'esclavage. Vous voyez? Mais on y est toujours. Ce sont toujours les mêmes qui ont le droit au chapitre, ont le droit au débat. Les débats publics, on veut pas voir des gens comme moi, hein. Ça c'est clair. C'est le cauchemar. Ils vont dire ah, Belphégor, elle va venir avec son entrisme, vous voyez? Nous vous l'avons dit. Nous vous l'avions dit. Aïe aïe aïe. Bref. Où en étais-je? Eh oui. Cette chose-là, Belphégorus, elle lit du Kant. Bon, où en étais-je? L'acte par lequel le peuple se constitue lui-même en un État
en fait, à proprement parler, l'idée, avec un grand I, de cet acte, d'après laquelle seule sa légalité peut être pensée, est le contrat originaire, d'après lequel tous, au sein du peuple, renoncent à leur liberté extérieure pour la recouvrer aussitôt en tant que membre d'une république, c'est-à-dire du peuple considéré comme État. Et l'on ne peut pas dire que l'homme, dans l'État, ait sacrifié une partie de sa liberté naturelle extérieure à une quelconque fin, mais il a entièrement abandonné sa liberté sauvage et sans loi pour retrouver dans une dépendance légale, c'est-à-dire dans un état juridique, sa liberté en général inentamée, puisque cette dépendance procède de sa propre volonté législatrice. C'est puissant, hein. Là on va passer des heures. Hein. Ouais, Kant, reviens. Kant, métaphysique des mœurs, de doctrine du droit, doctrine de la vertu. Un bon petit pavé quand même. Il y a combien de pages? Attends, déjà, rien que les gens, des fois, quand je fais mes vidéos, elles font 20 minutes, ils sont déjà en PLS. Oui, elles sont trop longues. 30 minutes, 50 minutes, elles sont trop longues. Toi, t'es capable de lire du 400 pages. T'es déjà en PLS. C'est mortel. Vive Kant. Kent. Bon, on va rigoler un peu. Rigoler. Kant. Métaphysique des mœurs, de doctrine du droit, doctrine de la vertu. Ça a été publié en 1797. Purée. Plus de 2 siècles après, 2 siècles presque et demi, c'est la périgée totale. 2 siècles, un quart. 2 siècles et 30 ans. 230 ans, 225 ans. Catastrophe. La didactique. Alors, il parle de quoi? Purée. Il est mort en 1804, quand le 12 février. Ah, c'était puissant hein, à l'époque. Le droit cosmopolitique. Ça, j'ai envie de voir, c'est quoi? Je vous lis ça. Salam, bonjour à tous. Alors, 3e section du droit public, le droit cosmopolitique. Cette idée, toujours avec un grand I, de la raison qui a pour objet une communauté complète, pacifique, sinon encore amicale, de tous les peuples de la terre. Quand je vois les guerres autour de nous, on aimerait bien. Sinon encore amicale, de tous les peuples de la terre, susceptibles d'entrer les uns avec les autres dans des relations effectives, n'est pas quelque principe philanthropique, éthique, mais c'est un principe juridique. La nature a renfermé tous les hommes ensemble, au moyen de la forme sphérique qu'elle a donnée à leur séjour, la Terre, en tant que globus terraqueus, à l'intérieur de certaines limites, et dans la mesure où la possession du sol sur lequel peut vivre l'habitant de la Terre n'est jamais concevable que comme possession d'une partie d'un tout déterminé, et donc comme une partie sur laquelle chacun a originairement un droit, apparemment tout le monde n'a pas le droit de vivre sur Terre. N'est-ce pas, quand on voit les guerres? Malheureusement. Aïe, aïe, aïe. N'est jamais concevable que comme possession d'une partie d'un tout déterminé, donc comme une partie sur laquelle chacun a originairement un droit. Tous les peuples disposent originairement d'une communauté du sol, non pas toutefois au sens de la communauté juridique de possession, communio, ni non plus par conséquent d'usage ou de propriété de ce sol, mais au sens de la possibilité d'y exercer une action réciproque physique, commercium, c'est-à-dire d'y entrer dans une relation continuelle de chacun avec tous les autres, consistant à se prêter au commerce réciproque, et ils ont un droit de faire cette tentative avec chacun, sans que l'étranger soit pour cela légitimé à traiter chacun d'eux comme cela,
comme un ennemi. Ce droit, dans la mesure où il tend à la réunion possible de tous les peuples par rapport à certaines lois universelles de leur commerce possible, peut être nommé le droit cosmopolitique, jus cosmopoliticum. Des mers peuvent apparaître exclure certains peuples de toute communauté susceptible de s'instaurer entre eux, et cependant, par l'intermédiaire de la navigation, elles constituent précisément les plus heureuses dispositions prises par la nature en vue de leur commerce, lequel, plus il y a de côtes proches les unes des autres, comme celle de la Méditerranée, ne peut qu'être d'autant plus vivant, quand bien même la fréquentation de ces côtes, mais davantage encore les colons qu'on y installe pour les rattacher à la métropole, fournissent en même temps l'occasion pour que le mal et la violence surgissant en un endroit de notre globe soient ressentis en tous les autres. Mais ce mauvais usage possible ne peut abolir le droit que possède le citoyen de la terre de faire la tentative d'une communauté avec tous, et à cette fin de visiter toutes les régions de la terre, bien qu'il n'y ait un droit d'installation sur le territoire d'un autre peuple, jus incolatus, que dans la mesure où pour cela se trouve exigé un contrat particulier. La question se pose cependant de savoir si un peuple, dans des contrées nouvellement découvertes, a le droit d'entreprendre d'installer des habitants, acolatus, et de procéder à une prise de possession dans le voisinage d'un peuple qui a déjà pris place. Je suis tombée par hasard dessus. Ça résonne avec ce qui se passe en Palestine comme jamais. Et vraiment, c'est le bon Dieu là qui me met sur cette route. Et ouais. Kant, reviens. On aurait besoin de bien des Kant parmi nous. Bien qu'il n'y ait un droit d'installation sur le territoire d'un autre peuple, jus incolatus, que dans la mesure où pour cela se trouve exigé un contrat particulier. La question se pose cependant de savoir si un peuple, dans des contrées nouvellement découvertes, a le droit d'entreprendre d'installer des habitants, acolatus, et de procéder à une prise de possession dans le voisinage d'un peuple qui a déjà pris place dans une telle contrée, et cela même sans le consentement de celui-ci. Si le peuple arrivant s'établit à une telle distance de l'endroit où réside le premier peuple qu'aucun d'eux, dans l'utilisation de son territoire, ne porte tort à l'autre, le droit en question ne peut être mis en doute. Mais si ce sont des peuples de pasteurs ou de chasseurs, comme les Hottentots, les Tungus et la plupart des nations américaines, dont la subsistance dépend de grandes étendues désertes, ce processus d'installation ne peut s'accomplir par violence, mais seulement par contrat, et il faut même que celui-ci n'exploite pas l'ignorance de ses habitants en ce qui concerne la cession de tels territoires, quand bien même les justifications sont apparemment suffisantes, qui consistent à souligner que l'exercice d'une telle violence conduit à l'amélioration du monde, en partie par la culture de peuples sauvages, prétexte grâce auquel Bunching lui-même veut excuser l'introduction sanglante de la religion chrétienne en Allemagne, en partie par la possibilité ainsi ménagée de purifier son propre pays d'hommes corrompus, et par la manière dont on peut espérer qu'eux ou leurs descendants deviendront meilleurs dans une autre partie du monde, comme en Nouvelle-Hollande. En fait, toutes ces prétendues bonnes intentions sont pourtant incapables d'effacer l'injustice qui réside dans les moyens utilisés à ces fins. Si l'on objecte qu'à cause d'un tel scrupule à inaugurer par la violence la fondation d'un État juridique, toute la terre serait peut-être encore dans un état dépourvu de loi, ce raisonnement est tout aussi peu susceptible de supprimer cette condition juridique que ne saurait y parvenir le prétexte mis en avant par les révolutionnaires politiques quand ils disent que, si des constitutions sont mauvaises, il revient au peuple de les transformer par la violence et d'être ainsi, en général, injuste une fois pour toutes, afin de fonder ensuite d'autant plus sûrement la justice et de la faire fleurir. Conclusion. Si l'on ne peut prouver qu'une chose existe, on peut essayer de prouver qu'elle n'existe pas. Si aucune des deux démarches ne réussit, cas qui se présente souvent, on peut encore se demander si l'on a intérêt à admettre l'une ou l'autre des deux possibilités. Un instant.
Ah, je reviens. Je reviens. Numidi, ouais. Conclusion. Si l'on ne peut prouver qu'une chose existe, on peut essayer de prouver qu'elle n'existe pas. Si aucune des deux démarches ne réussit, cas qui se présente souvent, on peut encore se demander si l'on a intérêt à admettre l'une ou l'autre des deux possibilités par une hypothèse, et cela en fait soit du point de vue théorique, soit du point de vue pratique. C'est-à-dire soit en vue de s'expliquer simplement un certain phénomène, comme par exemple pour l'astronome, celui du retour et de la fixité des planètes, soit en vue d'atteindre une certaine fin, qui de son côté, ou bien pragmatique, simple fin technique, ou bien morale, c'est-à-dire peut-être une fin telle que l'imposer pour Maxime constitue même un devoir. Il est évident que ce n'est pas le fait d'admettre, supposition, la réalisabilité de cette fin, ce qui est un jugement simplement théorique et en outre problématique, qui est ici institué en devoir, car il n'y a là, dans le fait de croire quelque chose, aucune obligation. En revanche, agir d'après l'idée de cette fin, alors même qu'il n'y a pas la moindre vraisemblance théorique qu'elle puisse être mise en œuvre, bien que toutefois son impossibilité soit tout autant indémontrable, tel est ce à quoi un devoir nous oblige. Or, la raison moralement pratique exprime en nous son veto irrésistible. De petits points, il ne doit pas y avoir de guerre, ni celle qui peut intervenir entre toi et moi dans l'état de nature, ni celle qui peut surgir entre nous en tant qu'État, lesquels, bien qu'à l'intérieur ils se trouvent dans un état légal, sont pourtant à l'extérieur, dans les relations qu'ils entretiennent les uns avec les autres, dans un état dépourvu de loi, car telle n'est pas la manière dont chacun doit rechercher son droit. En ce sens, la question n'est plus de savoir si la paix perpétuelle est une réalité ou une chimère, ni si nous ne nous abusons pas dans notre jugement théorique quand nous admettons la première hypothèse, mais il nous faut, comme si la chose qui peut-être n'est pas, avait une réalité, agir en vue de sa fondation et œuvrer en vue de la constitution qui nous semble à cette fin la plus appropriée, peut-être le républicanisme pour tous les États pris ensemble et en particulier, pour apporter la paix perpétuelle et mettre un terme à la pratique désastreuse de la guerre, cette fin suprême à laquelle jusqu'ici tous les États sans exception ont orienté leurs dispositions intérieures. Je te donne l'info, et pas de l'infox, cher Kant. Les guerres, elles ont continué par la suite. Même en étant dans une république, même en étant dans des monarchies dites sécularisées. Ça a continué. Le problème, c'est les mecs, c'est les hommes qui veulent dominer. Ah, il y a des personnes qui veulent monter. Bonjour. Bonjour tout le monde. Aïe, 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 j'ai de la chance, j'ai de la chance, je suis plus chanceux. Les anciens. Comment ça va? Ah, j'aime bien Vous votre allez soirée. bien? Je peux pas, même pas faire un capteur d'écran pour vous embêter. Ouais. J'ai compris, j'ai compris. I have understand. Thanks. Et je peux dire juste un mot. Il y a combien de personnes 6? Après, sur le toit, on sait bien, il y a des chats et des coqs qui veillent sur l'éveil. Je vais dire un mot. Ça va, je m'exprime bien, la Ouais, famille? je vous écoute. J'ai bien entendu le texte. C'est un texte déjà que j'ai entendu chez les mâcheurs de chewing-gum. Oui, c'est quand, oh là, mais qu'est-ce que ça, sinon après, je vous attaque pour mon droit de parole, hein. Regarde, qu'est-ce qu'elle fait, là, vous m'énervez. Là, vous me faites rappeler, hein, avec tout le respect, pour chaque étape de l'âge d'un, on va dire un grand littérateur qui est Victor Hugo. L'histoire raconte que le moment où les gens tombaient comme des mouches, pour lui c'est non-lieu, mais dès qu'une mouche tombe dans la rivière à Alger de l'Harash, ah bah il est sensible. Non-lieu. Laissez-moi.
Laissez-moi dire un mot. Je peux? Oui, je vous Là, écoute. c'est de la triche. Vous avez montré qu'un à croire que je me suis préparé. Parce qu'il y a des gens qui vont dire peut-être il est complice avec elle. Je la connais il y a longtemps. Ah non, non, Je pas veux du tout. même Moi, pas. je l'ai fait à Le l'intuitif. mot J'ai pris le état. livre Non, et non, je non, l'ai lu en même temps. j'ai compris. Voilà. Ah non, le message il va passer comme vous le souhaitez. J'ai entendu le mot état. Comme je suis quelqu'un, j'ai même pas mes lunettes pour voir les commentaires et tout. Déjà, j'ai réussi à vous dire bonjour. Déjà, ça va. Le mot j'ai entendu état, ça fait rappeler aussi à là-bas, un petit qui fait un mètre quelque chose et un trompeur de tous les temps, il va décider le mot mademoiselle, soit on l'enlève dans le dictionnaire Larousse ou dans le petit Robert. Après, on peut aller, monsieur et madame, on les connaît. Il y a le mot que j'appelle race. Comme par hasard, il a fait l'école nationale des Indes. Il a réussi à trouver le mot. euh, C'était quoi? Le mot race, c'est pour les chiens et les animaux. D'accord, on a compris. Et après quoi? Les services après-vente. Quand j'ai lu, on connaît l'histoire, on connaît sa fragilité, sa sensibilité. Moi, je vais répondre à l'ancien. Si j'ai vécu à l'époque de Sadi Carnot, je vais lui répondre, même s'il existe des poissons volants, mais ils sont pas majoritaires dans le genre. Voilà. Alors, ça va? Ouais, Je je suis vous bien? écoute. Ouais, ouais, je vous écoute. Ah ben, je vous laisse, hein, je vous laisse. Là, Non, non, je vous écoute. vous m'écoutez après, je vous suis et je suis là. Allez, je vous embrasse tous, hein. Ouais, Salut. merci beaucoup. Merci, au plaisir. Il y avait Rose qui voulait monter, qui est montée, qui est repartie. Je ne sais pas. Bonjour. Je vous entends pas. Rose? Ah bah, elle est redescendue. Bon alors, on fait quoi? On continue? La lecture. Vous voulez monter, discuter? Merci beaucoup de vous. Bah, continuez à discuter, je continue la lecture. J'étais bien partie là. On va s'arrêter un peu. Bah, venez discuter. Ah, ça repose. Ah, mais il est magnifique. C'est magnifique. Il y a aussi Ibn Hazm, j'aime beaucoup. Ah, ça c'était puissant, hein. C'est ça qu'on devrait apprendre à nos jeunes, non? Nabila. La génération des. C'est fou, hein. Ils vont double pneu. Ah, je pars en sucette là, faut que je me calme. Aïe. Non, elle est pas crête. Bon alors. Ouais, je vais prendre un autre passage au hasard. Moi, je découvre en même temps que vous, hein. Ah, c'est bien ça. Conclusion de la doctrine élémentaire. De la réunion la plus intime de l'amour et du respect dans l'amitié.
Bah, je découvre. Purée. Ah ouais, c'est doctrine de la vertu. D'abord, il parlait de la doctrine du droit et ensuite de la vertu. On va voir comment il considérait les choses, Kant. L'amitié considérée dans sa perfection est l'union de deux personnes par un même amour et un même respect réciproque. On voit facilement quel est un idéal, toujours avec un I majuscule, de sympathie et de communication concernant le bien de chacun de ceux qui sont unis par la volonté moralement bonne, et que quand bien même elle ne produit pas tout le bonheur de la vie, l'acceptation de cet idéal, avec la double disposition d'esprit qui le définit, contient la dignité d'être heureux tant et si bien que l'amitié entre les hommes constitue pour eux un devoir. Cela dit, il est aisé de voir que l'amitié est une simple idée, néanmoins nécessaire d'un point de vue pratique, certes impossible à atteindre effectivement, mais que tendre vers cet idéal, comme vers un maximum de la bonne intention réciproque, constitue un devoir imposé par la raison, un devoir qui assurément n'est pas ordinaire, mais mérite d'être honoré. Car comment est-il possible à l'homme, dans le rapport à son prochain, de parvenir à trouver l'égalité de chacun des éléments requis, précisément pour le même devoir, par exemple celui de la bienveillance réciproque, avec exactement chez l'un comme chez l'autre la même disposition d'esprit, ou mieux encore, comment peut-il découvrir quel rapport le sentiment qui procède de l'un des devoirs entretient, dans la même personne, avec le sentiment procédant de l'autre, par exemple quel rapport le sentiment issu de la bienveillance entretient avec celui qui provient du respect. Et si, quand une des personnes se montre trop ardente en amour, elle ne perd pas de ce fait quelque chose du respect de l'autre, en sorte que des deux côtés, amour et estime, parviennent difficilement, d'un point de vue subjectif, à trouver la juste mesure de l'équilibre, ce qui cependant est requis pour l'amitié. Car on peut envisager l'amour comme attraction, le respect comme répulsion, si bien que le principe du premier commande le rapprochement, alors que celui du second ordonne que l'on se tienne à une distance convenable l'un de l'autre. L'imitation apportée à l'intimité, qui s'exprimant par cette règle, même les meilleurs amis ne doivent pas se montrer familiers entre eux, contient une maxime qui ne vaut pas seulement pour le supérieur à l'égard de l'inférieur, mais aussi bien dans le sens inverse, car le supérieur, avant même que l'on s'en aperçoive, se sent blessé dans sa fierté et accepte certes de voir le respect que lui doit l'inférieur suspendu pour un instant, mais non pas supprimé. Dès lors qu'on lui a apporté atteinte une fois, le respect est intérieurement perdu de manière irrémédiable, quand bien même les témoignages extérieurs de ce respect, le cérémonial, retrouvent leur ancien cours. L'amitié conçue comme réalisable dans sa pureté ou sa perfection, entre Oreste et Pylade, Thésée et Pirithous, est le cheval de bataille des auteurs de romans. Tout au contraire, Aristote dit « Mes chers amis, il n'y a pas d'amis ». Les remarques suivantes peuvent rendre attentifs aux difficultés de l'amitié. Si l'on considère la question moralement, c'est assurément un devoir pour un ami que de faire remarquer à l'autre ses fautes, car on le fait pour son bien, et c'est donc un devoir d'amour, point. Mais ce qui est comme son autre moitié, voilà un manquement au respect qu'il attendait de lui, et il imagine en tout cas que, dans l'esprit de son ami, il a déjà déchu, ou, puisqu'il est observé par l'autre, et se trouve secrètement, où en étais-je? Un instant. Mets au frigo l'eau. Il y a de l'eau, je la mets au frigo. Ouais.
quoi? Debout. Quand c'est une victim fashion, c'est un prestataire de service éditeur. Oui, cuida. Hello. Ahora. También. Muy bien. La voisine. Espagnole. On parle espagnol. Alors, où en étais-je? Ah, c'est magnifique. Ah là, je vais kiffer. Alors, si l'on considère la question moralement, c'est assurément un devoir pour un ami que de faire remarquer à l'autre ses fautes, car on le fait pour son bien, et c'est donc un devoir d'amour. Mais ce qui est comme son autre moitié voit là un manquement au respect qu'il attendait de lui, et il imagine en tout cas que, dans l'esprit de son ami, il a déjà déchu, ou, puisqu'il est observé par l'autre, et se trouve secrètement critiqué par lui, qu'il court continuellement le danger de perdre son respect. Quoi qu'il en soit d'ailleurs, le fait même de devoir être observé et de devoir recevoir des leçons lui semblera déjà par soi-même offensant. Disposer d'un ami quand on est dans la détresse, comment ne pas le souhaiter? Bien entendu, s'il s'agit d'un ami actif, capable d'apporter son aide en y consacrant ses propres ressources. Mais c'est aussi, pourtant, un fardeau pesant que de se sentir enchaîné au destin d'autrui. Ah, ma fille, elle m'a ramené de quoi boire. Merci. J'ai soif. Ah, on continue. Oui, vous allez continuer, vous avez fait 3 erreurs. Attends, avant de boire, non. Déjà, la colonne vertébrale elle doit être vraiment verticale. Vous remplissez vos poumons à 100%, pas à 70%. Vous prenez une gorgée. Voilà. Non, non, on fait, je suis un professionnel. C'est Attends, comme ça. attends. Ah non, non, attends, oh, attends. J'explique d'abord le geste, qu'est-ce qu'il va faire. Même votre corps, il va fabriquer son propre insuline. Ah oui? Et vous allez oxygéner votre cerveau, comme ça va vous éviter de bâillir. C'est simple. Allez, on recommence. Un, deux, trois. Pour les auditeurs, surtout pour vous, je vais vous sacrifier parce que vous me saoulez avec un sifawisme pareil de son époque. Parce que, allez, je vais pas vous accuser de malhonnêteté. Et je vous remercie pour votre générosité de partage déjà. D'accord? Ouais. Voilà, à chaque gorgée, entre les deux gorgées, il faut avoir ça. C'est comme un reboutage dans Ah, la classe. De toute façon, crinière. j'ai tout fini. Non, 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 ça, je suis obligé de finir ça. À chaque fois qu'on oxygène 5 fois entre gorgée et gorgée d'eau ou de boisson, on humidifie déjà l'oxygène. Notre corps, il se permet de fabriquer l'insuline autonome. Allez, je vous D'accord. écoute. Si vous D'accord. avez besoin, je reste, hein. Je suis obligé de rester. Parce Ouais. que c'est compte. C'est compte. Allez. D'accord. C'est quoi? C'est Alors. algérien, hein. C'est DZ 99. Hein. Dom Tom. Pas Tom Tom. Hein. Pas Et les donc, frères Dalton. d'accord. Je vous écoute. Et alors, on continue, on continue. Là, c'est top. Alors, du coup, oui, disposer d'un ami quand on est dans la détresse, comment ne pas le souhaiter? Bien entendu, s'il s'agit d'un ami actif, capable d'apporter son aide en y consacrant ses propres ressources. Mais c'est aussi pourtant un fardeau pesant que de se sentir enchaîné au destin d'autrui et de prendre sur soi des besoins étrangers. L'amitié ne peut donc pas être une union conçue pour Il a dit, de quelle année, juste, de quelle année cette édition? 18e Parce que siècle. hein? 18e siècle. Non, exactement l'année, 18e siècle. Je sais que c'est 1797. 1797. Ça veut dire quoi, nos auditeurs, notre cher
Amari. Notre cher Amari, elle nous explique que à cette date-là, C'était il y avait profond, une hein? femme il y avait une femme d'un calibre de bon entendeur comme notre cher Amari qui a combattu des généraux français dans les montagnes du Jordanie. Ouais. On a essayé de Fatima faire un Nsoumer. service après. Fatima Oui, Nsoumer. ma. Enfin, je vous laisse la continuité. Et, Ouais. est-ce que est-ce que ça vous dérange pas ou ça vous apporte quelque chose ma présence? Parce que moi je veux que je vous apporte et c'est pas dans l'autre sens. Bah, on pourra faire un débat spécial Algérie, 19e siècle, 18e siècle. Y a Non, pas de problème. ethnocide, parce qu'on a vécu plus de 1000 génocides. Là, moi, je travaille la question ethnocide. Ça veut dire nos frères palestiniens, ce qu'ils vivent là, ils sont dans le passé, dans notre passé, qui est très loin. Bien sûr. Du fut- Et leur futur, elle est très proche. Ça veut dire, dans Oui. l'honnêteté intellectuelle, même moi, j'ai pris un Mais engagement de j'espère, Inch'Allah, on va pas attendre 132 ans pour qu'il soit libéré, hein. laissez-moi prendre la parole que vous m'avez déjà. Ah là là, la classe, la grande classe. Vous m'avez fait pleurer là, une fois. Vous vous rappelez, il y a très très longtemps, Ah bon? je raconte pas l'anecdote. 2006 et 2009. 2006. 2009 ou 2009. Moi, je dirais Moi, ici c'est, 2009. moi, c'est en 2014 que j'ai commencé sur YouTube. Non, 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 je parle du terrain. Arrête, arrête. Et je vais vous donner un nom, Lopez, journaliste intergalactique. Faut que je me, Je lui ai enlevé le micro à l'époque dans une marche. Je lui ai enlevé le micro, je lui ai dit, c'est pas comme ça. On dit les mots suivants. Al-Quds, Al-Quds lana. Al-Quds lana. Lana jami'an. Un musulman converti. Je vous laisse, je dis sensibiliser parce que là, ça me rappelle des souvenirs et j'ai pas envie de vous bousculer, s'il vous plaît. D'accord, d'accord. Bah, on continue. On continue sur l'amitié de Kant. Disposer d'un ami, ça je l'avais déjà lu, mais c'est aussi pourtant un fardeau pesant que de se sentir enchaîné au destin d'autrui et de prendre sur soi des besoins étrangers. L'amitié ne peut donc pas être une union conçue en vue d'avantages réciproques, mais elle doit être purement morale et l'appui sur lequel chacun des deux amis peut compter de la part de l'autre en cas de détresse ne doit pas être considéré comme fin et comme principe déterminant de l'amitié, ce par quoi celui qui bénéficie de l'aide perdrait le respect de l'autre partie, mais ne peut être compris que comme témoignage extérieur de la bienveillance intérieure supposée sincère, sans que l'on mette pourtant cette bienveillance à l'épreuve, ce qui est toujours dangereux. Ainsi chacun des amis a-t-il la générosité de veiller à éviter à l'autre ce fardeau, à le porter seul, et même à le dissimuler entièrement, même s'il peut cependant toujours se flatter de pouvoir ainsi, en cas de nécessité, compter plus sûrement sur l'assistance de l'autre. Mais si l'un reçoit de l'autre un bienfait, sans doute peut-il éventuellement compter sur une égalité dans l'amour, mais non point dans le respect, car il se voit manifestement placé à un degré inférieur, puisqu'il est obligé sans pouvoir obliger réciproquement. Néanmoins, l'amitié, à travers la douceur de la sensation que procure la possession réciproque s'approchant de la fusion en une seule personne, est en même temps quelque chose de si tendre que si on la fait reposer sur des sentiments et si on ne soumet pas cette communication et cet abandon réciproque à des principes ou à des règles qui préservent de la familiarité et viennent limiter l'amour réciproque par des exigences de respect, elle ne peut être un seul instant assurée contre des interruptions, à la manière de celles qui sont courantes chez des gens incultes, quand bien même elles ne produisent pas toujours pour autant la rupture, car la plèbe se dispute et la plèbe se réconcilie. Ces gens ne peuvent se passer l'un de l'autre, mais ils ne peuvent pas non plus s'entendre
parce que le fait de se quereller constitue pour eux un besoin afin de goûter dans la réconciliation la douceur de la concorde. Mais en tout cas, l'amour ne peut, dans l'amitié, être un affect, car celui-ci est aveugle dans son choix et se dissipe avec le temps qui passe. L'amitié morale, à la différence de l'amitié esthétique, est la pleine confiance que s'accordent deux personnes qui s'ouvrent réciproquement l'une à l'autre de leurs jugements secrets et de leurs impressions, aussi largement que cela se peut concilier avec le respect qu'elles ont l'une à l'égard de l'autre. L'homme est un être destiné à la société, entre parenthèses, bien qu'il soit aussi pourtant insociable. Et en cultivant l'état de société, il éprouve puissamment le besoin de s'ouvrir à d'autres, même sans viser par là quelque but. Mais d'un autre côté, embarrassé et averti aussi par la crainte du mauvais usage que d'autres pourraient faire de ce dévoilement de ses pensées, il se voit contraint de renfermer en lui-même une bonne partie de ses jugements, particulièrement quand ils portent sur d'autres hommes. C'est volontiers qu'il s'entretiendrait bien avec quelqu'un de ce qu'il pense des hommes qu'il fréquente, de même que de ses idées sur le gouvernement, la religion, etc. Mais il ne peut avoir cette audace, d'une part parce que l'autre, qui retient en lui-même prudemment son jugement, pourrait s'en servir à son détriment, d'autre part parce que concernant la révélation de ses propres fautes, l'autre pourrait bien dissimuler les siennes et qu'il perdrait ainsi le respect de ce dernier s'il exposait à son regard ouvertement tout son cœur. S'il trouve donc quelqu'un qui soit sensé, vis-à-vis duquel il n'ait nullement à se soucier de ce danger, mais auprès duquel il puisse en toute confiance ouvrir son cœur, quelqu'un qui possède en outre une façon d'apprécier les choses qui s'accorde avec la sienne, il peut donner libre cours à ses pensées. Il n'est pas complètement seul avec ses pensées, comme dans une prison où il jouit d'une liberté dont il se trouve privé dans la grande foule, où il doit se refermer sur lui-même. Tout homme a des secrets, et il ne doit pas les confier aveuglément à autrui, en partie du fait du manque de noblesse qui caractérise la manière de penser du plus grand nombre, tout disposé à en faire un usage qui lui serait préjudiciable, en partie à cause de l'inintelligence de beaucoup dans l'appréciation et la distinction de ce qui peut ou non se répéter, de l'indiscrétion. Il est rare de rencontrer les qualités requises réunies dans un sujet, surtout dans la mesure où l'amitié la plus étroite exige que cet ami intelligent et de confiance perçoive en même temps en lui l'obligation de ne pas communiquer à un autre ami tenu pour tout aussi sûr le secret même qui lui a été confié, cela sans la permission expresse du premier. Cette forme d'amitié, l'amitié purement morale, n'est pas un idéal, mais comme le cygne noir, elle existe réellement ici ou là dans sa perfection. En revanche, cette autre forme d'amitié qui se charge, quand bien même c'est par amour, des fins d'autres hommes, l'amitié pragmatique, ne peut avoir ni la pureté ni la perfection désirée, celle que réclame une maxime véritablement déterminante, et elle correspond à un idéal pour un souhait qui, dans le concept de la raison, ne connaît pas de limite, mais qui, dans l'expérience, ne peut pourtant qu'être toujours fort limité. Reste qu'ami des hommes en général, c'est-à-dire ami de l'espèce tout entière, se trouve celui qui prend part esthétiquement au bien de tous les hommes, qui partagent leur joie, et ne viendra jamais la troubler sans un profond regret. Cependant, l'expression d'ami des hommes a une signification encore plus rigoureuse que celle qui désigne celui qui ne fait qu'aimer les hommes. Car dans la première expression se trouve aussi contenue la représentation et la considération attentive de l'égalité entre les hommes, par conséquent l'idée que par cette égalité, si l'on oblige autrui par bienfaisance, on se trouve soi-même obligé, pour ainsi dire, comme des frères soumis à un Père universel qui veut le bonheur de tous.
le rapport du protecteur comme bienfaiteur à son protégé, comme obligé à un devoir de reconnaissance, est bien en effet un rapport d'amour réciproque, mais non point d'amitié, parce que le respect que des deux côtés chacun doit à l'autre n'est pas égal. Le devoir qui consiste à vouloir du bien aux hommes en tant qu'amis, un nécessaire souci de les protéger, et la considération attentive de ce devoir servent à garder les hommes de l'orgueil qui s'empare généralement de ceux qui possèdent les moyens d'être bienfaisants. Bon, on s'arrête là, c'est sur l'amitié. Je trouve ça puissant. C'est puissant de fou. C'est puissant de fou, vous savez, voisins. Ils sont en train de jouer dehors. Alors là, on a fait notre journée spéciale. Hein. Bon dimanche à vous, oui. Ouais, c'est du Kant. Aujourd'hui, c'est du Kant. Ben voilà, on arrive. Hein. Quand même, on est resté un certain temps. Ben voilà, on rebalancera cette vidéo spéciale Kant, lecture. Et on va s'arrêter. On va dire un dernier... Il y a quelqu'un qui nous rejoint. Bonjour. Bonjour. Je vous entends pas. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Allô? Il y a d'autres personnes. Bonjour. Salut ma soeur. Oui, bonjour. Bonjour. Le live. Bonjour tout le monde. Je vous écoute. Moi, je voulais te dire que j'avais vu une de tes vidéos qui m'avait bien plu sur où est le vrai Hajj. Il était en bas de chez nous en nourrissant les gens. Oui, C'était un beau discours. merci. Ouais, En général, toi, tu s'occuper parles de- religion ou tu parles de quoi? je parle de tout. Là, j'étais en train de lire Kant, la philosophie de la métaphysique sur le droit et la doctrine de la vertu, notamment sur l'amitié. Moi, je fais plein de choses, moi. Moi, je Et connais vous me suivez d'où? تبارك الله Moi, sur TikTok, en général, je suis que des تبارك coranistes et des الله trucs comme ça. Comment? Sur TikTok, moi, je تبارك fais الله toute la religion. Merci, merci. Il y a Kadhafi qui nous rejoint et Siro aussi. Je vous écoute. Je vous écoute. Allô, Batalo. Allô. Moi, je suis là. Ouais, ils sont partis. Deux autres ça a sauté, je ne sais pas. Moi, je pourrais pas trop parler avec toi de philosophie parce que j'y connais rien. J'ai jamais lu un livre de philosophie. Non, j'étais juste dans le partage de la lecture en fait. Je parlais D'accord. surtout de comment dire de politique contre l'éducation sexuelle des enfants à l'école. On se mobilise en tant que parents. Voilà, plein de choses. On parlait de plein de choses. Et là, je parlais philosophie, lecture. Voilà, un peu de tout quoi. Et tu parles de relations couple. J'en avais déjà parlé sur YouTube, oui. Parce que qu'est-ce que tu penses, par exemple, des femmes qui acceptent un homme Allô? avant le mariage? Salut, mon frère. Comme Salam. Attends, je vais couper l'appel. Sergio Ramos.
Je vous écoute. Oui, vous disiez. Je vous Qu'est-ce que écoute. tu penses des gens aujourd'hui qui font des crises identitaires sur eux-mêmes et même sur le niveau religion? Par exemple, il y a beaucoup de jeunes couples aujourd'hui qui se marient et la femme, elle demande rien à l'homme. Par exemple, elle s'en fout qu'il fume, elle s'en fout qu'il boit de temps en temps, elle s'en fout. Il va faire le crédit pour le mariage, ils vont faire le gosse la première année et après elle va lui dire ah maintenant Ah, fais le ramadan. le pseudo halal là, c'est ça? Voilà, les mariages de maintenant. Faut le remballer bqchou hada direct. Y a pas de halal, y a rien du tout. C'est de festé ça. Tout ça c'est du tmeskhir. C'est ça. Pour les Zouad, gens. le mariage c'est un contrat avec des garanties. Je sais Oui. pas. C'est de Le l'intérêt. mariage, même le mariage d'un point de vue religieux en tant que musulman, t'as Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a des garanties en leur temps. Leur sociologie d'antan, tels qu'ils étaient en tant que tribu, en tant qu'organisation, donnait des droits aux femmes et elles avaient des garanties derrière. Et donc, tout ça c'est du khorté en fait. C'est des hommes qui utilisent la religion à leur bon vouloir pour finalement laisser zéro bi derrière. Un instant. Zéro bi derrière. C'est-à-dire zéro investissement de leur personne, parce que d'abord tout est matériel, et qu'ils se disent ah oui, si regarde en bas, si il y a un problème, et ben je m'en sors bien, je ne dois rien honorer, mais j'ai accès, je suis en live, j'ai allez là-bas, allez là-bas, allez là-bas. Oui, après on se débrouillera, on discutera après. Allez là-bas, parce qu'il y a des enfants, je ne veux pas parler trop devant eux. Donc, qu'est-ce que je disais oui, il ne veut pas honorer ce qu'il doit à la femme en termes de sécurité financière en tant que foyer, le fait qu'elle puisse avoir un enfant, et que comme ça, quand il doit se casser, eh ben, il se casse et ça lui coûte pas un bal. Donc, ce ne sont pas des hommes et ce ne sont pas des véritables mariages. C'est de l'arnaque, c'est de la prostitution pseudo-halal auquel on a affaire. Et aucun parent normalement constitué ne pourrait donner sa fille de la sorte. Je ne sais pas où il est. Maintenant tu me laisses. Allez. Ça c'est mes enfants. Je sais, les vacances ça commence. Et du côté inverse, les femmes qui acceptent tout d'un homme, par exemple, qui vont accepter qu'il fait pas la prière, qui fume, qui boit, et qui fasse un crédit pour le mariage. Et après, une fois qu'il a fait le crédit, elle va essayer de le changer, alors qu'elle l'avait accepté comme il était avant le crédit. Mhm. Ah, mais de toute façon, déjà, normalement tu vas pas te marier à l'aveuglette. T'es censé C'est un ça. minimum. T'es censé un minimum jauger, mais c'est vrai que quand t'es jeune, t'as pas du recul que des adultes ou des personnes qui sont mariées ou des personnes qui ont divorcé, ont une certaine maturité, qui comprennent les problématiques, la sociologie, l'environnement des familles. En général, quand t'es jeune, t'es assez un petit peu aveuglé, hein, tu sais, par certaines choses. Et la personne, quand elle cherche à se marier, elle va pas se montrer avec ses défauts. Elle va chercher à se montrer dans son meilleur jour, en général. Oui. Tu vois? Et il y a de ça. Et donc c'est pour ça que ça doit être aussi sur la durée un minimum de prendre le temps de connaître les familles, l'environnement. C'est pas toujours évident. Donc oui, si tu sais que la personne, il y a déjà des choses qui te posent problématique chez elle depuis le début, pourquoi finalement tu insistes à vouloir façonner la personne. C'est-à-dire que je suis en train de parler là, je vais pas parler devant toi, pars. T'as des choses à faire. Je ne sais pas. Ben regarde en bas. Ben à la cave peut-être. Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Comment? Oui, là, je suis en ligne. Hein. Voilà, tu veux pas comprendre. Là, maintenant, ça m'énerve. Vas-y, va. Ouais, ils sont en vacances, ils sont tout le temps en train de parler. Je peux pas parler comme ça devant eux. Hein. Donc, voilà. Donc, comme je vous disais, ils ont tout pour jouer. Ils me cassent la tête. Ils reviennent en train de se chamailler. Eh ben, c'est ça, les enfants. Hein. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Ce que je vous disais, c'est que il y a du bon, il y a du mauvais. Il faut prendre le temps de jauger. Mais comment dire, il y a des personnes qui sont trop dans la superficialité. Va là-bas, va là-bas, va là-bas. Ah non, ils font demi-tour, c'est pas ok. Ils sont trop dans la superficialité avec des conditions du style, ils ont leur listing. Ah, il doit faire ci, tu dois faire ça, tu dois être comme ça, machallah, tu dois être comme ça, angle droit, 90 degrés. Il y a personne qui est parfait. Il y a personne qui est parfait. Donc il y a déjà de ça. Et en même temps, si tu viens avec ton listing, ben franchement, il faut des principes de base. Après, c'est bien beau de parler, c'est dans les actes que tu vois les choses. Hein. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut prendre son temps. Mais les deux, ils jouent aux échecs. L'homme, il joue aux échecs et la femme, il joue aux échecs. Bah, c'est vrai en qu'ils fait, montrent pas les défauts. non, ils sont tous dans la superficialité. Et ils t'arnaquent avec leur machallah toutes les 5 minutes au nom de Dine. Quand tu cherches à te marier, alors, il y en a certaines qui sont dans la surenchère à la mashallahité. Moi, j'aime bien, je dis, moi, je m'appelle madame pas mashallah. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'on se donne des airs. Ouais, madame pas mashallah, moi. Pourquoi? Parce que ils sont dans le superficiel. Elle va te mettre. Je mettais le djellab moi pendant 15 ans, j'expliquais hein, mon cheminement et tout ça. Mais je voyais des groupes de jeunes filles qui étaient dans une forme de surenchère. Et c'est-à-dire plus on en cache, mais on se maquille à fond la caisse. Il y a plein de choses comme ça paradoxales. En fait, c'est de la trappe nigo, c'est un 36-15 épouse-moi. Et tu vois l'homme زعما يحبط على راسو ستيلا وحشمان والقميص فوق لا شبي ويلعب عليك مدين ونهار كامل يقابر كل دورة. Allez, tout ça c'est du zouerk. Il y a zéro spiritualité. C'est du vernis. Et le problème il est là. Faut se parler, faut être naturel. Mais des fois, je vois que certains, tu sais, il y a pas de vérité absolue, c'est-à-dire les caractères des uns et des autres, faut qu'il y ait une certaine compatibilité. Et aussi au niveau un peu de la mentalité. Mais c'est pas une garantie, tu sais. Le couple, tout dépend. Quelle est l'idée que tu te fais du couple? C'est-à-dire, quelle est la sacralité que tu en donnes? C'est-à-dire que les hauts et les bas, t'en auras. Hein. Faut pas croire à Cendrillon, la Belle au bois dormant et tout le bazar. Les hauts et les bas, les prises de tête, les embrouilles, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Le problème, c'est des fois, faut apprendre à régler nos problèmes seuls. Des fois, tu fais rentrer des tiers dans tes problématiques, ils te ramènent plus le boxon qu'autre chose. Chacun va se ramener avec sa vision du monde et sa vision des choses. Il va va pas prendre non plus tes conseils auprès de divorcés. Tu comprends? Parce que tout leur ressentiment qu'ils ont avec leur ex-femme, par exemple, quand l'homme marié il a un problème et il vient en parler à son pote, lui il va lui rebalancer peut-être tout son fiel ou toutes ses frustrations qu'il a eues avec son ex-femme. Et on va en faire des généralités, sauf que les caractères ne sont pas les mêmes. Tout n'est pas pareil, tu vois, donc il faut être très prudent avec ça. Et aujourd'hui, on est dans de la surconsommation à tout. Surconsommation au mariage, je me marie, je divorce, je me marie, je divorce. Plein de femmes mariées, divorcées avec plusieurs enfants, c'est pas les mêmes pères. C'est le boxon dans la tête des enfants. C'est le boxon dans la tête de la femme tout court. Ça veut pas dire qu'on donne raison à l'homme, hein. On est d'accord. Il y a des hommes, c'est vrai, des goujats, et ils prennent des femmes, ils croient que c'est leur mère. C'est leur sœur et c'est leur mère.
Ils sont encore gamins, irresponsables et toujours prêts à être serviables pour d'autres, mais pas pour leurs femmes. Tu vois? Plein de choses comme ça qui font que je peux pas te répondre d'une manière catégorique, c'est comme ça, A plus B égale C, parce que le problème c'est ça, c'est de chercher à trouver des formules, tu sais, standards, clés sur porte, ça plus ça, c'est ça comme... faut avoir toutes les... toute l'histoire, toute la configuration de l'environnement, de la famille, de ce qui se dit. Tu peux pas parler... Le problème c'est ça aujourd'hui. Il y a des gens qui créent des divorces, qui parlent tout le temps, et tout le monde est un peu influençable, tu vois, les uns les autres. C'est un sujet très délicat. C'est un sujet très délicat. Moi, je prends pas je parle de ce que je connais. J'ai dit ce que je connais. Mais oui, on donne quelques conseils, mais maintenant de dire ouais, le mec qui te fait ça, ouais, tu le dégages sec, si et là, et tu vois, et on monte les hommes contre les femmes tout le temps comme ça, c'est pas non plus raisonnable. Le problème c'est ça, c'est des frustrations. Il y a des gens qui n'ont jamais été mariés, qui parlent matin, midi, soir des couples, des coachs en amour. Je deviens dingue. Moi j'ai 4 enfants. Mais là, non, on le flâne. C'est quoi? Mais si tu veux une formation, je te dis comment je vais te débloquer. C'est quoi ces conneries? Tu vois? T'as vu celle qui vient de se marier là? Oui, j'ai entendu parler. Bah, elle fait comme ça. Ranel, Ranel, ouais. elle s'est mariée la semaine dernière, elle fait ça. Je sais. Non, mais attends, il y a des choses, il y a des bons conseils qu'elle donne. Mais en fait, je vais te dire, c'est du bon et du mauvais. Parce que il y a personne qui t'oblige à l'écouter. Tu vois, c'est ça. Comme dit comment dire, les incitateurs ne sont pas les payeurs. J'ai oublié, il y avait un petit proverbe comme ça qui... Toi, tu es responsable de toi-même. Elle va te donner des conseils. C'est normal que si le mec qui te boxe, je vais pas te dire reste là à l'intérieur, ça serait criminel de te dire reste là-bas, trouve une solution. Faut pas que tu restes, tu as besoin d'aide. Tu vois? Ouais. Mais, ça, c'est une question de bon sens. Mais leur manière de faire, moi personnellement, je vais te dire un truc qui me dérange personnellement, moi. Elle et sa sœur. Il y a de la bonne intention, hein. Je dis pas qu'il n'y a pas des choses chez elle de bonne intention. Il y a beaucoup de vulgarité, il y a beaucoup de sibben, il y a beaucoup d'insultes. C'est un truc de malade. Je veux dire, jusqu'à un certain seuil, des fois, tu dis, t'es humaine, ouais. Tu dis des choses. Mais il y a des choses, des fois, c'est abusé. Hein? Elle est dure. Elle est dure, on dirait elle est capable de tout. Mais écoute, regarde. Elle fait son show. Après, ils se ramènent avec les sacs à main et tout du voyeurisme. Elles font de la pub et mais tu vis ta vie. Par exemple, moi, regarde-moi. Ça fait très longtemps que je suis sur les médias, sur YouTube surtout. Depuis 2014, je parle de plein de sujets. Géopolitique, histoire, sexualité, plein de choses. J'ai 15 000 abonnés, mais je suis assez censurée parce que des fois, je dis des choses hardcore. Même en religion, hein, faut pas me voir. Hein. Je dis des trucs hardcore. Mais sur TikTok, ça fait à peu près 1 an que je suis là. C'était surtout par rapport à l'Ebras et tout ça. Jamais je montre mes enfants dans les réseaux sociaux. Jamais je montre mon mari. Jamais je montre ma vie. Je vis bien, alhamdoulilah, tu vois. J'ai pas besoin d'étaler. Moi, je suis plus... Qu'est-ce qui fait partir les mouches, un truc naturel? Je suis dans la... Attends, je vais t'enlever ton micro, toi. Après, on discutera. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, donc du coup, donc je suis plus dans la pensée, tu vois, dans la pensée. On parle de plein de sujets.
Voilà, on parle aussi des relations de couple, de sexualité plus de 18 ans, parce qu'il y a des choses, il y a des enfants, il y a des jeunes. Faire attention. Même par défaut, mes lives, c'est pour les plus de 18 ans. J'ai mis des restrictions parce que je veux pas qu'on tombe dessus. Et je sais qu'il y en a quand même qui, voilà, mais c'est pas toujours évident. Hein. Mais juste pour te dire que il y a des hommes justement qui en ont marre en fait des ultra féministes. Moi, je suis féministe, ok. Il y a des ultra féministes, tu sais, qui sont misandres, qui ont la haine des hommes mais hardcore. Moi, pendant longtemps, on me dit ouais, t'as la haine des hommes. Non, je dis je critiquais, je critique à fond moi aussi. Hein. Je dis non, moi j'ai la haine des misogynes, c'est pas pareil. Je suis pour le juste milieu. Quand tu reviens dans le juste milieu, je suis avec les hommes juste. Je suis pas pour la destruction de l'homme. Avec les ultra-féministes, voilà, même par rapport à l'Evras, les LGBT, avec les ultra-féministes, et la femme tout le temps, matin, midi, soir, qui se montre working girl, à la fin, elle finit toute seule, il n'y a rien du tout, tu passes d'un homme à un autre. C'est tout ce que ça... J'ai une question. C'est tout. Pseudo J'ai halal, une question d'un homme parce à un que autre. Pardon, ton mari, il est peut-être tordu, le premier que t'as, il est tordu, je dis, à part sur vraiment des cas très très graves, la règle, tu vois. Mais c'est un tordu, mais tu crois que tu vas être avec un autre mari, il n'y aura pas d'autres défauts. Il n'y a personne qui est parfait. Tu dois faire ouais, avec. on est tous tordus. C'est de la conciliation. Même toi, tu n'es pas parfaite, tu vois. Mais vaut mieux être avec le père de tes enfants, malgré tout, pour une stabilité, pour tes gosses. Je te parle pas des cas exagérés graves. Moi, là, si t'as pas le choix, t'as pas le choix. Mais des fois, c'est des futilités de merde. Et la majeure partie du temps, c'est quoi? C'est une histoire d'argent. C'est une histoire d'argent. C'est vrai, hein. Faut quand même un minimum. Faut que le mec soit bosseur, soit pas un glandeur. On est d'accord. C'est pas tu passes ta vie à dormir jusqu'à midi, t'attends que madame elle aille bosser à ta place. Moi, pour moi, c'est pas un homme. Personnellement, c'est à l'homme de bosser. Ta femme, elle le fait, c'est en plus. T'as pas à lui interdire parce que vous devez être dans une relation de bonne intelligence, tu vois. On s'entraide, tu vois. T'arrives une tuile, je suis là, on est ensemble. Mais avec la lecture, regarde, écoute bien. La lecture, ton argent, mon argent, mon argent, tu dois pas le voir. Et le mec, il est dans la galère et trime. Et je te donne et je fais le chef et tout. On peut pas s'entendre comme ça. Ça va être destructeur. Ça va être destructeur, tu vois. Je te donne un exemple. Moi, j'ai mon compte, mon mari, il a son compte. Moi, je paye autant que lui. Pas parce qu'il me le demande. C'est parce que c'est par le. Il y a nos enfants, il y a des frais, il y a plein de choses. C'est comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une question de bon sens. Par contre, si je vois que c'est un radin, un msmar, et qui vient et qui m'enlève, et quand j'ai envie de faire quelque chose, il veut pas, et il fait pour d'autres, tu sais, la famille ou d'autres. T'es mec, les règles du jeu, elles changent. Tu vois le truc. Mais avant tout, tu dois voir quoi? L'intérêt de tes enfants. Ils ont leur père devant lui, les protecteurs, tu vois. Même il, c'est un maoudj. Il y a des choses qui sont pas parfaites. Mais toi, d'un point de vue, tu sais, en couple, ton mari et toi, tu te dis, ouais, les enfants, ils vont grandir, après, ils vont se casser, après, on va régler nos comptes. Tu vois le move? T'attends qu'ils grandissent, tu leur donnes une Ouais, stabilité, c'est après, vrai. on règle nos comptes. Tu vois? Tu Attends, comprends? il part. Après, ouais. Non, mais parce que toutes les familles sont éclatées, plein d'enfants qui sont d'enfants divorcés. C'est pire. Et C'est pas t'es pas bon, fait voilà. pour être seul. T'es pas fait pour être seul. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? La femme, elle L'enfant, va il a voir besoin se de son marier. père. Il y a tous les. Non, les loups. Tu sais, les djianines, là. Qui attendent des gabros, la femme divorcée. C'est bon, c'est l'autoroute. C'est comme Ça, ça. c'est les vampires, ça. C'est des vampires. Ouais. C'est comme ça. Ils vont leur faire leur Roméo. Ouais, t'inquiète, ils vont leur montrer. Ils auront tout ce qui est après, salam alaikum. Voilà, ils cherchent une deuxième mère qui lui lave ses slips, ses caleçons, ses chaussettes. Il mange, il dort. Tu vois. Hmm. Peut-être que le live, il va couper. Je sais pas si c'est la batterie ou si c'est autre chose.
Je suis revenue. Ça a été revenu, je suis revenue, ça a été coupé. Ouais, la batterie est à 0, je suis en train de la charger en parallèle. Ça a été revenu, je suis revenue, ça a été coupé. Ouais, la batterie est à 0, je suis en train de la charger en parallèle. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Je ne sais pas. J'ai en parallèle. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Je ne sais pas. Vous pouvez venir un instant. Un instant. Allô, allô. Vous pouvez venir. Je vais mettre. Je vais mettre. Vous pouvez revenir, Home Gazelle. Voilà, vous pouvez revenir. Ça a été coupé parce que, bah voilà, c'était à 0. Hein. Je suis en train de le charger en même temps. On verra bien. On continue, si vous voulez. On continue. Un instant. Ouais, non, je disais que si les personnes étaient, bah, il faut faire des sacs. On va se moquer de toi hein, en tant que femme, hein, ça, faut pas te leurrer. Hein. On va te montrer, on va te faire plein de compliments, on va dire que tu es irrésistible, on va te faire le tapis rouge juste pour t'avoir dans leur lit. Hein. Faut pas te faire, comment dire, de film. Hein. Et une mère mariée qui a été divorcée, crois-moi que pour eux, t'es une autoroute. Malheureusement. La plupart du temps, t'es une autoroute. C'est tout. Pour eux, c'est une autoroute. Ils n'ont pas besoin de faire trop d'efforts. Tu vois? Et toi, tu vas dire, ah, j'ai un homme dans ma vie, je vais pas faire trop d'efforts. Ah, c'est génial. Et tu vois pas la violence que tu fais subir à tes enfants en ramenant des hommes à la maison, soi-disant qu'ils vont venir être tes compagnons, en fait, pour 3 mois de temps, en fait. Ou 6 mois, ou 1 an. Ils vont commencer à imposer leurs règles sur tes gosses. Et toi, tu vas être faible parce que tu vas être tellement amoureuse, tellement excitée par les premiers temps que voilà, tu vas te faire arnaquer facilement. Il y a de ça. C'est une réalité, hein. C'est une réalité. Et on n'est pas fait pour vivre seul non plus. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça, vaut mieux que tu sois marié, tu restes dans une sécurité pour tes gosses. Ouais. Jusqu'à un certain seuil, on est d'accord. Hein. Quand c'est trop impossible, que c'est des trucs de fou et de la violence de là, tu dégages. Tu sors, tu le dégages. Lui, tout le monde, toute sa race. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu fais, faut faire le pour et le contre. Faut savoir ce que tu fais. Ouais, hein. Faut savoir ce que tu fais. Un instant. Je vois pas vos commentaires. Qu'est-ce qui se passe? Ça bloque? Ça a bugué ou quoi? Je vais remettre la 4G là. Ils m'ont pris le boîtier, je le sais. Ça, c'est mes enfants, c'est mes fils. Donc voilà quoi. Toi, si tu voulais parler de ça, ben voilà, on pourrait faire plus tard comme je refaisais tous les vendredis et les samedis et on peut parler de ça, tout ce qui est couple, problématique, homme-femme. Le vendredi, le samedi à 22h, mais sur YouTube. Sur YouTube. Je suis sur YouTube. Je vais reprendre les radios doucement, doucement les week-ends, comme je faisais avant. Et entre-temps, parler un peu de littérature, comme j'ai fait aujourd'hui un peu. Vous voyez?
Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que c'était quand même assez long, hein. Je vous ai lu le Kant. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Bon, je vous laisse à vendredi prochain, mais vous venez vous abonner, vous venez sur la chaîne YouTube de Omri OM2RI, espace OM2RI, la chaîne YouTube. Là, le vendredi de 22h à minuit et le samedi de 22h à minuit. À vous la parole le samedi et autour de l'islam le vendredi. Tous les vendredis, samedi, c'est ce que je faisais depuis des années. D'accord? Et là, venez, on échange, voilà, en bonne intelligence. Et puis, vous pouvez ramener tous les sujets que vous voulez échanger. On est en mode radio. Donc, l'idée, c'est ça. C'est vraiment qu'on puisse échanger en mode radio de plein de sujets. D'actualité, d'histoire, de littérature, peu importe. Je vous laisse. Bonne journée à tous et bonne méditation.